que la surface du Soleil, c'est pour ça qu'ils apparaissent un peu plus noirs. Alors il y a d'autres choses qui se passent à la surface du Soleil. Il y a aussi des éjections de matière très importantes. Vous voyez ici, alors le soleil était là, mais il a été masqué évidemment pour pas que ça sature la caméra. Et on voit tous les jets de gaz qui s'échappent du Soleil et qui vont justement traverser tout le système solaire et peut-être atteindre la Terre. Et on va voir que quand elle atteint la Terre, quand ils atteignent la Terre, ben ça va poser des problèmes. Et puis ça va donner des belles choses. Par exemple, on va voir. Bon, les trous coronaux, j'en parle pas trop. Le vent solaire aussi, c'est comme un peu les éjections de masse coronale. Ce sont des particules qui traversent le système solaire et qui atteignent la Terre en 4 à 5 jours. Voilà une belle éruption solaire. Hein. Maintenant, on a des outils formidables pour étudier le Soleil. Hein, on voit bien, regardez la taille de la Terre à cette échelle. Hein. Voilà à quoi ressemble une tache solaire, filmée en zoom, vous voyez. On voit l'intérieur de la tache, là, et puis toutes les actions du champ magnétique solaire. Alors, comment ces taches apparaissent au centre du Soleil, voilà le centre du Soleil, là où il y a les 20 millions de degrés, hein, puis il y a une zone où la chaleur est dissipée par effet radiatif, puis ensuite il y a une zone convective vers la surface, où cette chaleur est transportée vers la surface, et surtout il y a une circulation de champs magnétiques qui permet la création de ces taches solaires. On ne connaît pas encore bien tous les principes, et voilà par exemple comment une tache solaire est formée. Généralement, les taches solaires, elles sont par deux, c'est-à-dire que c'est magnétique. Hein. Tout ce qu'il y a sur le Soleil, c'est d'origine magnétique. Les taches solaires, il y a un côté nord, un pôle nord et un pôle sud, généralement. Voilà les boucles de champ. C'est en fait les boucles de champ du Soleil qui sortent de la surface du Soleil. Alors, la couronne solaire. Alors, ça, c'est le plus grand mystère, parce qu'elle est beaucoup plus chaude que la surface. On ne sait pas bien pourquoi. Alors, on pense à deux choses. On pense qu'il peut y avoir des petits jets de plasma qui quittent la surface du Soleil et qui vont chauffer cette couronne, ou on pense qu'il y a des ondes qu'on appelle les ondes de Alfvén, c'est pour ça que je vous ai mis Alf ici, hein, excusez-moi, qui réchaufferaient cette couronne. Bref, c'est pas très important, mais on ne le sait pas encore, donc il y a beaucoup de travail pour les physiciens qui s'intéressent au Soleil. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est le cycle du Soleil. Alors, il y en a qui ont peut-être déjà regardé le Soleil. Alors déjà, un conseil, il ne faut jamais regarder le Soleil directement avec vos yeux. Pourquoi ? Parce que vos yeux, ce sont des très bons instruments. Ils ont un seul défaut, il n'y a pas de nerf à l'intérieur, à part le nerf optique. C'est-à-dire que si vous brûlez les yeux, vous ne le sentirez pas. Mais votre œil va être détruit. Et puis l'œil, c'est pas comme la peau, ça ne repousse pas, ce qui est au niveau de la rétine. Donc il ne faut jamais regarder le Soleil directement, même quand on a l'impression qu'il est faible, etc. Il faut toujours regarder soit avec des filtres, soit par projection avec une paire de jumelles, vous projetez sur un bout de carton blanc ou un truc comme ça, et là vous pouvez le voir et c'est pas dangereux. Ou alors avoir une lunette spécialisée pour étudier le Soleil. Bref, on s'aperçoit quand on regarde le Soleil, il y a des années où il y a beaucoup de tâches, et il y a des années où il y a moins de tâches. Alors on s'est dit, on va compter les tâches. Et hop, vous savez, les physiciens, c'est facile, hein. Tous les ans, on compte.
Et puis on s'aperçoit que le nombre de tâches, ça fait quelque chose comme ça. Ça est régulier. Il y a un maximum, il y a un minimum, il y a un maximum, il y a un minimum. Et on s'est aperçu que ces tâches obéissaient à un cycle de 11 ans à peu près. C'est-à-dire tous les 11 ans, le Soleil passe par un minimum et passe par un maximum. Alors il y a des années où il y a beaucoup plus de tâches que d'autres, mais il y a des années, il y a des périodes où il n'y a pas de tâches. Alors ça c'est très embêtant, et ça s'est produit à l'époque de Louis XIV, le roi Soleil, quelle ironie, hein. Ça s'est produit à l'époque de Louis XIV pendant près de 70 ans. Le Soleil avait très très peu de tâches, et il se trouve que quand le Soleil a peu de tâches, ça donne naissance à un mini-âge glaciaire au niveau de notre planète. Et si bien que pendant justement cette période mini-période glaciaire à l'époque de Louis XIV, eh bien, les hivers étaient très très froids. C'est ce qu'on appelle le minimum de Maunder, vous voyez, cette période-là, hein, c'est le nombre de tâches en fonction de l'année. Cette courbe est très intéressante, hein, regardez, parce qu'il y a vraiment eu pendant près de 100 ans, pour ainsi dire, aucune tâche. Aucune tâche, et il a fait très froid. C'est-à-dire les hivers étaient vraiment très très froids. Les gens se caillaient à Versailles, hein, en hiver, hein, vraiment. Et alors, je ne vous parle pas dans le nord de l'Europe. Il s'est produit d'ailleurs, vers les années 1800 aussi, un petit âge glaciaire, là aussi. Et actuellement, on est plutôt dans une zone où il y a peu de tâches. Alors, voilà, moi je dis tant mieux, ça va peut-être compenser le réchauffement climatique. Hein, on ne sait jamais. Voilà. Alors, c'est une preuve de cet âge glaciaire. Ici, à Londres, la Tamise était gelée pendant de nombreux mois, si bien que les gens ils construisaient même des maisons sur la Tamise. Vous voyez? Alors, est-ce qu'on verra New York gelé comme ça, ou Paris? Voilà, je ne sais pas. Alors, pour ça, c'est pour vous signaler où nous sommes actuellement. Alors, vous voyez, 2010, 2011, 2012, on est là. Alors, les cycles du Soleil sont numérotés. Ça a été commencé il y a quelques 150 ou 200 ans. On est actuellement dans le cycle numéro 24 et on est en retard. On a en gros 2 ans de retard. Donc, on a beaucoup paniqué parce que vraiment, l'année dernière et l'année d'avant, on notait vraiment aucune tâche sur le Soleil. Très peu de tâches. On s'est même demandé si le Soleil allait vraiment s'arrêter au point de vue de créer des tâches. Bon, puis tout doucement, ça a repris, mais on prévoit que le maximum va être quand même beaucoup plus faible que pour une année normale. Alors, qu'est-ce que sera comme conséquence? Si c'est sur un cycle, pas de grandes conséquences. Si c'est l'annonce vraiment d'un maximum de solaire qui diminue, eh bien, ça risque de faire baisser les températures. Voilà quelques éruptions solaires. Oups. Alors, le Soleil émet des particules qui sont dangereuses et qui vont atteindre la Terre, mais heureusement, notre champ magnétique nous en protège et ça provoque notamment le phénomène des aurores polaires. Voilà ce genre d'émission de vent solaire. Là, vous voyez d'ailleurs passer une planète, là, vous la voyez là, à gauche. Ça, c'est un satellite qui étudie le Soleil, qui masque le centre du Soleil. Et voilà, regardez toutes ces particules qui ont atteint le détecteur du satellite. C'est intéressant, hein? Et vous voyez, la planète, ça doit être Mercure, qui se balade là, près du Soleil. Voilà une autre. Donc ce sont des bouffées d'énergie énormes qui quittent le Soleil. Voilà ce qu'on appelle les éjections de masse coronale, un flux de particules chargées qui sont propagées dans tout l'espace.
Alors, ces particules, en arrivant près de la Terre, sont déviées par le champ magnétique terrestre, et notre champ magnétique nous protège de la plupart de ces particules. Mais dans les zones polaires, vous voyez qu'il y a des trous dans les zones polaires de ce champ magnétique, il y a des trous, et plus on s'approche des pôles, plus on a un phénomène d'aurore qui est assez extraordinaire à voir. Alors, bon, nous, en région parisienne, on est situé trop bas, généralement, on ne peut pas en voir. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont déjà vu une ou deux fois des aurores en région parisienne. Il faut vraiment monter plutôt vers la Suède, la Norvège, pour être sûr d'en voir tous les soirs. Voilà une très belle photo d'une aurore. Alors, c'est pas boréale, c'est une aurore australe, puisque c'est au-dessus de l'Antarctique, au-dessus de la station franco-italienne d'Omsee, qui est là. Voilà une superbe aurore boréale. Les aurores, la couleur des aurores est donnée par l'interaction des particules du vent solaire avec les molécules de l'atmosphère terrestre, l'azote, l'oxygène, ça donne des couleurs un peu différentes. Alors, regardez en plus sur cette photo, qu'est-ce que vous remarquez ici? N'oubliez pas qu'on est en Antarctique. Le ciel est pur. C'est notre Voie lactée. Le ciel est tellement pur qu'on arrive à voir toutes les étoiles de notre galaxie. Et voilà aussi des aurores vues de la Station spatiale internationale, l'ISS. Et il y a des très beaux films là-dessus d'ailleurs. Bon, je ne vais pas vous les montrer. Voilà le phénomène des aurores. Donc vous voyez le vent solaire qui atteint la Terre est là. Et ces particules, si elles sont très fortes, elles vont pénétrer une partie de ce champ magnétique et dans le cas où cette énergie est très très forte, en plus du phénomène des aurores qui est plutôt sympathique, les aurores, il peut se produire des perturbations électromagnétiques. Ça veut dire quoi, perturbation électromagnétique? Ça veut dire interruption des communications radio, destruction des satellites qui sont en orbite, mise en danger de la vie de nos astronautes dans la Station spatiale internationale, destruction de transformateurs EDF. Ça s'est passé il y a une quinzaine d'années au Canada, où une grande partie de la côte est américaine et canadienne a été coupée d'électricité pendant 9 heures. C'était un sacré bazar. Mais c'est important, donc est important de détecter l'arrivée de telles particules. On a de la chance parce que ça prend 3, 4 ou 5 jours à venir sur Terre, donc on est capable de les détecter et de les prévoir. Et par exemple, on a fait une belle bêtise à l'époque où on a lancé l'émission Apollo, parce qu'on n'avait pas tous les moyens pour détecter ces particules. Eh bien, je crois que c'est Apollo 16 ou Apollo 17. Entre Apollo 16 et Apollo 17, il y a eu une émission de particules tellement forte que s'ils avaient lancé Apollo 17 une semaine avant, tous les astronautes auraient été morts. Incroyable, hein? Il y a à bord de l'ISS, d'ailleurs, un petit conteneur en cas d'alerte solaire où les astronautes, d'abord, ils n'ont plus le droit de faire des sorties extravéhiculaires, bien sûr, et où ils doivent se réfugier en cas de forte éruption. Voilà, il y a eu il n'y a pas très longtemps, ce 12 juillet, une énorme éruption solaire causée par ces taches que vous voyez. Et je crois que voilà. Bon, si on a le temps, on va voir le film. Là, j'ai un tout petit bout de film qui vous montre l'éruption. Voilà. Si je le trouve. Alors, vous cherchez avec moi. Flare, voilà, Flare. C'est celui-là.
Voilà l'éruption du 12 juillet. Alors on la positionne sur le soleil, hein, vous voyez cet endroit-là du soleil, c'est cette zone-là qui a été photographiée. On va voir tout à l'heure comment on fait ça, hein, on a des satellites. On voit le pic d'émission, en vertical c'est l'énergie, en watts. Ça c'est justement la zone caractéristique avec différents filtres, avec différents verres pour les voir, avec différents filtres pour les détecter. Voilà par exemple, tout ça c'est dans l'infrarouge je crois. Et voilà la zone en bas, vous voyez, c'est la zone d'émission. C'est l'enfer, hein, presque. Donc c'est toutes ces particules de gaz et qui vont justement atteindre la Terre, voilà, dans une autre longueur d'onde. Alors en fonction des longueurs d'onde, les longueurs d'onde, ça veut dire que c'est des filtres qui permettent de filmer plus ou moins profondément à la surface du Soleil et qui nous donnent des informations. Ah, voilà la même éruption vue par 3 satellites différents. Et voilà comment cette éruption se propage dans le système solaire. En fait, c'est un peu comme un arroseur automatique dans votre jardin, hein, où quand vous le branchez, ça tourne, hein, comme ça. Ben, le vent solaire, c'est pareil. Hein. Ça tourne comme ça dans tout l'univers. Oui, je sais. D'accord. Alors, on va reprendre. Alors, en résumé, voilà une belle représentation que je me suis permis d'annoter pour vous rappeler un peu ce qui est important au niveau du Soleil. Donc, vous voyez le noyau, 15 à 20 millions de degrés, la surface du Soleil, un chromosphère, hein, on ne voit pas bien, sur la gauche, 5000 degrés à peu près, la couronne solaire, de l'ordre de 1 million à 2 millions de degrés, et cette émission de vent solaire qui vient atteindre la Terre. Alors, quelle est l'influence du Soleil sur le climat? Ben, en fait, à notre époque, il y a d'autres facteurs que le Soleil qui influencent le climat. Disons, à plus long terme, le Soleil, évidemment, a une influence importante sur le climat, puisque vous savez qu'il y a eu des périodes glaciaires et des périodes interglaciaires. On est actuellement dans une période interglaciaire, la dernière période glaciaire devant remonter à, je sais pas, 20 ou 30 000 ans, quelque chose comme ça. C'est surtout le CO2. Le CO2 donc, est émis par les moteurs de voitures, les usines, etc. Mais surtout le méthane qui détruisent peu à peu notre protection atmosphérique et qui font que ça augmente l'effet de serre. Alors le méthane, ça a l'air ridicule, mais c'est les vaches. Hein. Les paies et les rots de vaches, c'est incroyable. Une vache, c'est 50 litres de méthane par jour, quelque chose comme ça. Enfin, une vache, c'est une voiture, hein, en gros. Hein. Donc déjà, on diminuerait un peu le nombre de vaches, on résoudrait le problème sur la planète. Hein. Bon, je sais bien que nos paysans, ils ne seraient pas contents, mais enfin bon, bref. Alors, la Terre, dans son bouclier magnétique, la Terre possède aussi des ceintures de protection, comme je vous l'ai dit. Ces ceintures s'appellent les ceintures Van Allen, vous avez peut-être entendu parler.
les plus anciens se rappellent des premières missions lancées par les Américains dans les années 58, je crois, après le premier Spoutnik, où on a découvert justement qu'il y avait des ceintures en haleine. Et voici. Alors, comment surveille-t-on le Soleil? Est-ce que ça va à peu près, là? Ça va? C'est pas trop compliqué, pas trop complexe? Pas de questions pour le moment? Très bien. Alors, on a mis en orbite de nombreux satellites qui sont dédiés à l'étude de notre étoile. Voilà, je vous ai les ai listés ici, et on va les voir un petit peu. Alors le premier, ça a été SOHO. SOHO, c'est un satellite qui a été le premier vrai satellite à étudier le Soleil de façon permanente, 24 heures sur 24. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire, à partir de la Terre, la nuit, on ne peut pas étudier le Soleil. Hein. Bah oui, c'est embêtant. Hein. Par contre, les satellites qu'on met en orbite, eux, ils peuvent travailler 24 heures sur 24 et étudier le Soleil. Et ce satellite SOHO, qui fonctionne toujours, ça doit faire au moins 20 ans qu'il est dans l'espace, qui fonctionne toujours, il a été construit par Matra, pas très loin d'ici, hein, et c'est un projet ESA, Agence Spatiale Européenne, NASA. Comme je dis toujours, c'est nos impôts, voilà, nos impôts. Alors, SOHO étudie le Soleil sous tous les angles. Hein, vous voyez le genre d'images, les différentes images que